Mon métier, c'est de commenter, mais là, je sais pas. Non, c'est trop dur. Bon. C'est trop ça fait depuis le 7 octobre, effectivement, qu'on est tous sous cette charge émotionnelle. Et imaginer qu'on puisse en arriver à mettre un bébé vivant dans un four, je comprends votre émotion, Eric. We saw a little baby in an oven. They put him in, these bastards put these babies in an oven and put on their oven. We found the kid a few hours later. Un bébé israélien a-t-il vraiment été brûlé dans un four, comme l'affirme Eli Bir, fondateur et dirigeant de United Hatzalah of Israel, une organisation israélienne de secouristes. Depuis 24 heures, cette rumeur se répand partout sur les réseaux sociaux, notamment propulsée par ce tweet de David Effun, journaliste américain, qui assure dans un post vu plus de 10 millions de fois qu'un bébé a été retrouvé dans un four, cuit à mort par les terroristes du Hamas. L'information, boostée notamment par un faux compte se présentant comme celui du Mossad, le service de renseignement israélien, n'a été confirmée par aucune source officielle. Pourtant, elle a été reprise notamment par un chroniqueur du New York Post ou encore Raphaël Enthoven qui a depuis supprimé ses tweets. Face à la vague d'émotions déclenchée, plusieurs journalistes israéliens ont tenté de vérifier cette affirmation. Parmi eux, le compte de fact-checking israélien Fake Reporter. Il assure que des responsables de l'armée israélienne ainsi que les organisations de secours Zaka ou Shura ont déclaré ne pas être au courant d'une telle histoire, mettant ainsi en garde contre la diffusion de fausses informations. Le journaliste de Haaretz, Chaim Levinson, a également affirmé sur X n'avoir trouvé aucun fondement à ce récit. Enfin, le responsable de l'organisation israélienne Zaka, intervenu sur les lieux de l'attaque du Hamas, a déclaré à Check News que cette histoire n'était pas vraie. Le sort réservé à un bébé israélien par les terroristes du Hamas a fait le tour du monde. לקחו את התינוק או את התינוקת והכניסו פשוטו כמשמעו לתוך תנור מטבח, וכשהתינוק או התינוקת היו חיים והכניסו את הגופה לתנור, הפעילו את הגופה. Une internaute française réagit à ce témoignage, ironie sur les réseaux sociaux et choc. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym. Jeudi 2 novembre, sa vidéo devient virale. La négationniste se retrouve prise dans un bad buzz, à tel point que le ministre français de l'Intérieur annonce saisir le procureur de la République en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, selon un média français. Une autre plainte a été déposée par Meyer Habib. Mon avocat, Maître Olivier Pardo, vient de déposer plainte pour apologie du terrorisme auprès du procureur national antiterroriste. La haine du juif, la haine d'Israël bat son plein en France. Nous ne laisserons rien passer. Des internautes révèlent l'identité de la jeune femme. Elle s'appellerait Warda Anwar. De son côté, l'ambassade d'Israël en France dénonce des propos immondes, négationnistes et antisémites. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les immondes propos négationnistes et antisémites de Warda Anwar à Kahaneyen Akei sur les réseaux sociaux. Dans une immonde story, cette femme ironise de façon totalement décomplexée et inhumaine des conditions ignobles dans lesquelles un bébé aurait été placé dans un four par les terroristes, tandis que sa mère se faisait violer et son père assassiné. Pour rappel, le 7 octobre dernier, le Hamas exécutait de façon barbare plus de 1400 personnes en Israël, dont des bébés, des femmes enceintes et des personnes âgées. Ce sont ces atrocités que Warda Anwar se plaît à moquer aux yeux de tous.
Cette influenceuse Warda en noir, qui avait diffusé une vidéo dans laquelle elle tournait en dérision l'information du bébé israélien mort dans un four lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, eh bien son procès s'est tenu cette semaine et 10 mois de prison avec sursis ont été requis contre elle par le procureur. Dans un instant, on va avoir l'avocat de cette jeune femme. Ils ont réussi un peu à ridiculiser le propos. Moi, j'ai été choqué par votre stratégie. C'est une très bonne stratégie d'avocat, mais je trouve que c'est pas moral, je tenais à vous le dire. Je trouve que c'est pas assez, il fallait plus. Et je pense que cette personne n'a même pas compris, enfin, c'est même pas qu'elle n'ait pas compris, mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait. Sauf que quand même, est-ce que vous pouvez me confirmer que la petite abeille, parce que moi j'étais étonnée, vous savez, il y a une petite abeille sur la vidéo avec Israël on t'aime. Et quelqu'un m'a expliqué qu'en fait c'était pour déjouer l'algorithme, pour que le message passe quand même. Est-ce que c'est vrai? Parce que pour moi, ça c'est une circonstance atténuante et aggravante, pardon. Et donc de toute façon, dis-moi, moi, magistrat du siège, c'est pas moi à qualifier ce que sont les circonstances aggravantes ou pas. Ce que je vous dis par contre, quand vous dites c'est pas assez, elle n'est pas encore condamnée. Oui. Je vais vous dire honnêtement les choses. Voilà, comme toujours, moi je me fichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza, mais honnêtement je n'ai rien à faire de ce qu'ont vont devenir les 2000 personnes à Gaza qui, il ne faut pas l'oublier, les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc moi honnêtement, ça c'est après. S'ils vont aller en Égypte, tant mieux. Si on rentre... On va commencer cette guerre, David, sans savoir comment on la termine, sans savoir... Il faut avoir un objectif. Déjà, voilà, tout à fait. Déjà, pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza, c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire, certes, mais voilà, on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005 de manière dramatique et on le paye aujourd'hui. C'est une grosse claque qu'on a pris, qui vont être très heureux de revenir dans la Gush Katif habitée. Gaza, c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire. C'est pas trop ça. Voilà, c'est pas trop ça, moi, l'inquiétude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoire. On a la Torah pour nous guider. La Torah, ça arrivé ce drame. On va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rashi nous dit un commentaire très beau de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient. Donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça, je peux vous le dire. Merci David. On va... Je suis choqué qu'elle n'ait pas eu plus. Et je suis surtout choqué que le fait que qui a peur d'un sursis? Personne, ça fait peur à personne. Donc ça n'a pas valeur d'exemple. Moi je me dis en fait quel exemple on donne, c'est-à-dire que maintenant en fait on va pouvoir continuer, on va se dire de toute façon il va rien m'arriver. Je vais continuer à dire ce que je veux sur Internet, il ne m'arrivera strictement rien de concret. Et c'est ça le message qu'on est en train de faire passer.
Go. You can't tell me what to do. Why? What? Get away! Get away! Why am I getting away? I'm playing with my son here. You can't. She's attacking me because I'm wearing a scarf. Don't come near me, my son. Get the fuck out! I'm not going to do that. Don't come near me, though. Don't take pictures of me. Gonna say anything. Don't take pictures of me. Get away! I'm a baby. Le paysage médiatique aujourd'hui est catastrophique. Effectivement, on a, en tout cas, si on s'intéresse aux chaînes d'information en continu, les plus connues, CNews et BFM, on a des journalistes, on ne sait plus s'ils sont éditorialistes ou s'ils sont journalistes ou s'ils sont propagandistes. On a des experts qui portent une parole qui est quand même celle qui est plutôt proche en fait du gouvernement. Et puis, je pense que ce dernier mois, en tout cas depuis l'attaque meurtrière qu'il y a eu en Israël, là, on a des journalistes qui sont en roue vive, des éditorialistes et des invités qui ont des discours qui clairement incitent à la haine et qui participent à la construction d'un ennemi intérieur qui sent vraiment le désigner. Je pense que c'est clair aujourd'hui pour tout le monde, c'est le musulman. Donc c'est un climat ambiant qui est lourd, stigmatisant et qui fait craindre vraiment une fracture au sein de la société. Lying! We understand that you're a news channel, you have your foreign policy, but where's your humanity? Where? Where is your humanity? How many children died? I ask you to condemn the Israeli government. Air this! Air this! You liar! You liar! And we stand with the Palestinians, and we stand with Arabs, and they try and change the narrative because you own the narrative, see? This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard as well. We've been watching your channels, and instead of mourning our dead, instead of mourning these Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. We ask you to condemn. Where are your condemnations? Where's your channel covering this? Cover this. Say the truth. We understand you're an employee. You're just a puppet. You're just a mouthpiece. You're a country that's claimed free speech, and now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs. Bonjour à tous, alors avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser quelque chose, je ne m'exprime pas en tant que juif israélien ni en tant qu'arabe musulman, je m'exprime en tant que citoyen français, en tant qu'être humain. Moi en ce moment je suis malheureux, je me réveille, j'ai mal au bide, j'ai le cafard, je suis complètement éteint de l'intérieur, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous actuellement dans le pays. On ne peut pas avoir un quotidien heureux à 100% avec toutes les horreurs qui se passent dans le monde actuellement, c'est impossible, hein. À moins d'être une grosse merde, mais là on change complètement de débat. Quand le Hamas a attaqué les civils israéliens, ça m'a arraché le cœur, ça m'a bousillé le bide de voir ces enculés de terroristes massacrer des innocents, de capturer des gens, de les transformer en otages qui maintiennent toujours là-bas. C'est un cauchemar, c'est une tragédie et j'envoie tout mon amour et tout mon soutien au peuple et aux civils israéliens dans cette épreuve. Aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine sous nos yeux est un carnage, est un massacre. On est en train d'assister à une véritable boucherie. Des civils, des papas, des mamans, des enfants, des bébés se font bombarder la gueule. On ne combat pas le terrorisme en tuant des enfants, d'accord? Ce qui se passe là-bas doit s'arrêter, on ne peut pas continuer à faire comme si c'était normal. C'est pas normal, d'accord? Ce qui se passe là-bas, c'est comme si nous en France, on avait 200 gogoles qui partaient faire un attentat en Russie, puis que le président russe disait, bon bah allez, on va raser toute la France. Ah bon, toute la France? Parce que moi je suis breton, je suis pêcheur, j'ai pas grand chose à voir. C'est pas grave, tu prends une roquette dans ta gueule, le breton. Ah oui, c'est un peu excessif comme réponse, oui. Ce qui se passe là-bas doit être dénoncé, ça doit s'arrêter. Je ne comprends pas qu'en 2023, il n'y a aucun président, aucun chef d'État qui pose ses couilles sur la table et qui dit maintenant stop. Parce que nous, on va pas continuer à vivre comme ça, c'est pas possible, c'est invivable. Maintenant, je vais parler de la France, parce que je vois déjà les gens qui me disent, ouais, Ragnar, ferme ta gueule, sale bâtard, mets-toi de ton cul, bâtard.
Ragnar, il se mêle de son cul effectivement, mais je parle aujourd'hui sur ça parce que c'est un conflit qui va s'importer en France. C'est un conflit qui va venir sur nos terres, parce que de par l'histoire de notre pays, qui a une grosse communauté juive et musulmane, et je le ressens déjà. Il y a un climat social qui est dégueulasse en France. C'est tendu comme jamais ça ne l'a été, et c'est insupportable. Et j'en veux énormément, énormément à tous ces politiques, à tous ces journalistes, je ne mets pas tout le monde dans le même sac évidemment, mais qui ont pratiqué une indignation sélective, qui n'ont pas donné le même respect, le même amour à l'un comme à l'autre, qui n'ont pas mis tout le monde sur le même pied d'égalité dans l'indignation. On ne peut pas avoir une société apaisée, une société qui prône la paix, si tout le monde n'est pas respecté à la même échelle, c'est impossible. Parce qu'en faisant ça, on va créer des gens qui sentent comme des sous-citoyens, des gens qui sont frustrés, qui sont en colère, qui sont tristes, qui se sentent mal aimés, et ça c'est impossible. La France c'est liberté, égalité, fraternité. Et il ne faudrait pas qu'on abîme le slogan. D'accord? Tout le monde doit être mis à la même échelle d'indignation, à la même échelle de respect. C'est extrêmement important si on veut une société apaisée. C'est pas moi qui vais changer les choses, hein. Je suis que Ragnar Le Breton, je suis qu'une petite merde d'humoriste, je suis une chiasse dans l'océan, j'en suis complètement conscient. Mais aujourd'hui je prends la parole parce que j'aime mon pays, j'aime les gens de mon pays, je suis très très fier d'être français. Et je ne supporte pas ce qu'on est en train de devenir, c'est-à-dire qu'on est en train de se séparer, se déchirer, il y a de la haine de partout, des discours haineux de partout, je ne reconnais même plus mon pays. Ça devient insupportable. Moi je pense au contraire que on devrait être un modèle de fraternité dans le monde entier. On est un des seuls pays à être multiculturel, comme ça on a tous grandi ensemble, d'accord? On a grandi avec des juifs, des arabes, des noirs, on a tous grandi ensemble et ça s'est toujours très bien passé, c'est pas aujourd'hui qu'il faut que ça change. Au contraire, je pense qu'on doit être un exemple dans le monde entier de fraternité. C'est un message d'amour que j'envoyais, un message de paix. Moi j'ai envie de continuer à aller manger chez mes copains juifs qui ont des kippas, à manger avec mes copains barbus, à manger avec mes beaufs qui boivent du vin rouge et des saucissons. J'ai envie qu'on soit tous ensemble, d'accord? Et ça passe par l'amour, ça passe par la compréhension. On doit tous faire un effort, je vous embrasse très fort. Et il n'y a pas de paix sans justice. Nous appartient. Tonight, hell rains down on Gaza. Gaza, the graveyard of children. A child's life taken every 10 minutes.
Israel claims to act in self-defense. Carpet bombing civilians, collective punishment, massacring children in their thousands is not defense. The world sees Israeli actions for what they are: barbaric, hateful, cowardly war crimes. That is why the Irish government must take the lead and refer Israel to the International Criminal Court and send the Israeli ambassador home. D'après la version officielle, le 7 octobre, c'est 1400 victimes israéliennes de la bestialité sauvage du Hamas. Je pense qu'on doit vérifier, on a le droit et on a l'intérêt pour ne pas se faire manipuler. Une première remarque, c'est que parmi les victimes, il y a, d'après les stats officiels, un peu moins de 400 soldats et forces de sécurité. C'est une armée d'occupation illégale dans un pays qui ne leur appartient pas. Donc, c'est une résistance légitime, l'ONU le dit aussi. Et il y a un problème, c'est que c'est pas très logique. Si le but est de faire des prisonniers et d'avoir des otages, et on peut discuter si c'est légitime ou non, mais c'est pas logique alors de massacrer bestialement des otages, et il vaut mieux en avoir beaucoup. Ça permettra de les échanger contre, il faut quand même le rappeler, 7000 prisonniers politiques, ça c'est des otages, parce que c'est des prisonniers politiques, souvent sans jugement ou jugement bidon. Et donc, qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'otages et qu'il n'y ait pas l'obligation de faire des échanges de prisonniers? Est-ce que ça s'est produit involontairement, ces victimes, ou volontairement? On va faire une enquête sur les différentes opinions, les différentes hypothèses, pardon, les opinions aussi. Et une première chose, c'est qu'il faut constater que dans le kibbutz, dont on a beaucoup parlé, où il y avait beaucoup de victimes sauvages, nous disait-on, tuées sauvagement, on voit une destruction avec des armes lourdes, très très lourdes, comme vous voyez sur ces images. C'est vraiment des destructions énormes. Et donc, la question qui est logique, est-ce que c'est possible que ce soit provoqué par des gens qui se déplacent avec un équipement très léger, des motos, à pied, en parapente? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire de telles destructions? Alors, on va écouter la très officielle télévision israélienne I24 News. C'est la télé de Patrick Drahi, aussi propriétaire de médias pro-Israël en France. Et cette télé publie un reportage. Je rappelle que c'est elle aussi qui avait publié le fake news sur les bébés décapités. Voici ce qu'ils nous disent quand ils présentent cette affaire-là. Walking through the small pathways of the kibbutz feels like entering a war zone. Small and quaint homes bombarded or destroyed. Children's toys lying around, well-maintained lawns of grass ripped up by the tracks of an armored vehicle, perhaps a tank. The smell of death fills the air. Donc, vous avez remarqué, je traduis, que même ce journaliste officiel signale que des maisons petites et pittoresques ont été bombardées ou détruites et des pelouses bien entretenues ont été arrachées par les chenilles d'un véhicule blindé, peut-être un char. Perhaps a tank, c'est dans 1:44 la vidéo qu'on trouve sur Twitter pour I24 News. Clairement, il n'y avait pas de char du côté des combattants de la résistance palestinienne. Et donc, ces destructions, il faut les analyser. Et il y a eu
un reportage, parce qu'il paraît en fait beaucoup plus de choses dans la presse israélienne que dans la presse occidentale, ça c'est très curieux. Et donc dans le journal Haaretz le 20 octobre, un journaliste qui s'appelle Nir Hasson est retourné à Be'eri et a interviewé un résident local nommé Tuval, qu'on voit ici fouiller dans les décombres parce qu'il a eu la chance d'être loin du kibbutz au moment de l'attaque. Sa partenaire a été tuée et le journaliste dit « Sa voix tremble quand sa compagne qui était assiégée dans son abri lui vient à l'esprit ». Selon lui, selon Tuval Escapa, ce n'est que le lundi soir que les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles, je cite, y compris le bombardement des maisons avec tous leurs occupants à l'intérieur afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Je répète, bombardement des maisons avec tous leurs occupants à l'intérieur afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Ça, c'est pas le Hamas qui peut l'avoir fait. Et sa conclusion, le prix à payer a été terrible. Au moins 112 habitants ont été tués là-bas. Et donc, il y a un témoignage qui dit que de nombreux captifs israéliens étaient encore en vie le lundi 9 octobre, 2 jours après les événements du samedi 7 octobre. Alors, il peut y avoir il y a des prisonniers qui ont été tués dans des tirs croisés d'une réponse le premier jour, le 7. Et ça, on va le voir tout de suite. Mais ça veut dire ici que, et c'est ce que le journaliste dit, la décision d'attaquer le kibbutz et tous ceux qui s'y trouvaient a été prise comme un calcul militaire clair. Il convient, dit-il, d'enquêter sur les personnes qui ont causé ces morts. Et ça, je dirais, d'autant plus que maintenant, ces morts sont utilisés pour justifier la destruction de Gaza et le meurtre de milliers de civils. Il y a aussi, on voit ici le niveau des destructions relaté par Tuval Escapa. Il y a un témoignage dans un autre journal qui est Yediot Aharonot, qui dit « Les pilotes se sont rendus compte qu'il était extrêmement difficile de distinguer qui était un terroriste et qui était un soldat israélien ou un civil. La cadence de tir contre les milliers de terroristes, était énorme au début, et ce n'est qu'à un certain moment que les pilotes ont commencé à ralentir les attaques et à sélectionner soigneusement les cibles. Et donc, on explique que les pilotes Apache se sont rendus compte qu'ils faisaient une grande confusion, qu'ils ont réduit la cadence de tir, et donc la question qui se pose, volontaire ou involontaire. Et ça s'est posé aussi à propos des morts du festival de musique électronique Nova, qu'on a appelé la Rave Party, et là, je lis dans cet article que les hélicoptères Apache semblent s'être concentrés sur les véhicules qui ramenaient à Gaza depuis le festival de musique électronique, attaquant des voitures en sachant, je souligne, apparemment que des captifs israéliens pouvaient se trouver à l'intérieur. Ils ont également tiré sur des personnes non armées qui sortaient de leur voiture ou marchaient à pied à travers les champs. Et là, il y a toute une discussion, c'est dans un journal israélien, mais c'est de nouveau pas dans les journaux occidentaux. Dans le journal Mako, les pilotes de l'armée de l'air admettent « Nous n'avons pas réussi à nous défendre, nous nous sentons très mal ». Et le principal point de critique dans le contexte de l'armée de l'air, dit l'article, c'est que déjà vendredi soir, le Shin Bet, donc le service d'espionnage israélien, a fait savoir que samedi devait être un jour de bataille. Le Shin Bet affirme que l'info a été transmise directement à l'armée de l'air ainsi qu'à d'autres organes de Tsahal, mais les pilotes d'Apache disent que lors de leur conversation avec le commandant de l'armée de l'air, le major-général Bar a dit que l'armée de l'air n'avait aucune information jusque le samedi matin 6h30 lorsque les barrages de roquettes ont commencé. Donc, est-ce que Netanyahou savait? Est-ce qu'il a laissé faire? Est-ce qu'il lui voulait des victimes pour justifier ce qu'il avait préparé? C'est une partie de la discussion. Et en tout cas, un pilote d'Apache dit dans cette interview, je choisis des cibles comme ça, où je me dis que les chances que je tire ici sur des otages sont faibles, mais il admet que son jugement n'est pas fiable à 100%. Alors, on va maintenant prendre le témoignage d'une rescapée de cette bataille. C'est Yasmine Porat, interviewée par une radio israélienne tout à fait officielle,
et je vais vous le passer, c'est en anglais mais c'est très court, et après on traduira. C'est un témoignage très émouvant. D'abord, elle a vécu quelque chose d'infernal, son compagnon est mort, et avec tout ça, elle tient à témoigner, et son récit contredit la version officielle israélienne et la version officielle des médias occidentaux, qui non plus n'en parlent jamais. On va écouter Yasmine Porat. שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר, ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את ארבעתנו, לבית ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה, לא לרצוח אותנו. ואחרי שעתיים שאנחנו נמצאים שם עם החוטפים, מגיעה המשטרה, מתנהל קרב ירי שהמשטרה שלנו מתחילה אותו, קרב ירי מאוד מאוד קשה מבחינת כמות התחמושת שעברה שם, או לא בסיומה, במהלכה, אחד המחבלים מחליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר, במהלך השעתיים האלה יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני הערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד, הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי שיפסיקו לראות כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ שיש 5 בני ערובה ששוכבים או 6 על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא. הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30. Voilà. Quand je vous disais, on va écouter, je voulais dire, lire les sous-titres de l'interview. Je la traduis en français. Elle dit donc qu'il y avait 12 otages. Ils nous ont traités de façon très humaine, ils nous donnaient à boire, ils nous ont même rassurés. Leur objectif n'était pas de kidnapper, était de nous kidnapper vers Gaza et pas de nous assassiner. Mais une bataille de tir a été déclenchée par notre police israélienne avec beaucoup de munitions. Un des combattants décide de se rendre, il la prend en bouclier humain. Elle crie aux forces israéliennes « Arrêtez de tirer », ils arrêtent. Et donc, quand elle sort, elle voit qu'il y a une série d'otages israéliens qui sont tués là dans la pelouse. Le journaliste dit « Tués par les terroristes ». Non, non, tués par les échanges de tirs. Le journaliste hésite, mais il fait son travail, il pose la question et il dit « Est-ce que nos forces peuvent les avoir tués ?» Oui, absolument. Indiscutablement, ils ont éliminé tout le monde, y compris les otages. Elle parle un peu plus loin de 2 chars, et que c'est à ce moment-là, quand les chars ont tiré, que tout le monde a été tué. Le journaliste répète par nos forces, et il répète encore une fois, indubitablement. Donc, jamais ce témoignage n'est cité, et c'est clair que on doit vraiment se poser la question. Il y a aussi, dans le festival, dans les gens qui fouillaient l'attaque autour du festival ou de la rave party, une habitante d'Ashkelon, Danielle Rachiel, qui raconte, je cite, « Lorsque nous avons atteint le rond-point d'un kibbutz, nous avons fui les forces de sécurité israéliennes, nous avons gardé la tête baissée parce que nous savions automatiquement qu'ils se méfieraient de nous. Dans une petite voiture déglinguée,
de la même direction d'où venaient les terroristes et nos forces ont commencé à nous tirer dessus, dit cette citoyenne israélienne. Nos vitres ont volé en éclats, ce n'est que lorsqu'on a crié en hébreu « nous sommes israéliens » que les tirs ont été cessés et qu'on a pu être mis en sécurité. Donc ça, c'est un témoignage qui renforce l'hypothèse que c'était des tirs involontaires dans la confusion avec beaucoup de victimes. Mais il y a une autre hypothèse, et là, il faut parler 2 minutes de la fameuse doctrine Hannibal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en 2009, il y a déjà eu un article de Jonathan Cook sur son site là-dessus, où il raconte un cas où les forces de sécurité israéliennes ont tué un Israélien qui allait vers Gaza et qui voulait escalader le mur. Il s'agissait d'une personne avec de grands problèmes psychologiques. Et donc, cette directive Hannibal disait que, en fait, c'était des versions écrites top secrètes ou uniquement des versions orales destinées au commandant. Et la version dit, et ça a été encore répété en 2009 justement, dans une chaîne de télévision, la 10 en Israël, un officier du bataillon 501 de la brigade Golan dit, je cite, « Aucun membre de la troupe du bataillon 501 ne doit être kidnappé à n'importe quel prix, dans aucune situation, même si cela signifie faire exploser une grenade en sa possession, se tuer et tuer ceux qui tentent de l'enlever. » Et donc, au cours de l'opération Plomb Durci, on a eu des événements comme ça. Et donc, il y a une doctrine qui officiellement est abandonnée, mais l'est-elle vraiment, qui dit que pour éviter des otages et des échanges de prisonniers, il faut tuer les soldats ou civils israéliens qui seraient entre les mains de la résistance palestinienne. Donc, on a de bonnes raisons de mettre en question et d'enquêter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des crimes de guerre qui ont été commis à cette occasion. Personne ne peut être actuellement certain de l'ensemble de ce qui s'est passé. Il faudrait une enquête qui évidemment est et sera refusée par Netanyahou. Et en attendant, il faut être prudent et il faut se rendre compte aussi que l'ambassadeur, je montre ici les autos calcinées qui ont été montrées par la télévision israélienne, et encore une fois, il faut se poser la question, est-ce qu'avec les petits équipements légers, les armes légères qu'ils avaient, les combattants palestiniens pouvaient provoquer ça? On a eu à l'ONU, l'ambassadeur à l'ONU qui s'appelle Gilad Erdan, il a montré des photos et il a montré un code QR pour qu'on puisse aller voir ce qu'il disait, nous combattons des animaux, scanner pour voir les atrocités du Hamas. Et là, un témoin a été scanner le code le même jour à midi, et il a trouvé, dit-il, 8 images macabres de corps brûlés et des parties du corps noirci, une pile de cadavres d'hommes complètement carbonisés, entassés dans une benne à ordures. Il pose la question, est-ce que les sauveteurs et médecins israéliens se seraient débarrassés des morts israéliens juifs de cette manière? Certainement pas. Et tous les Israéliens tués le 7 octobre semblent avoir été, dit-il, rassemblés dans des sacs mortuaires individuels et transportés à la morgue. Donc, il pense que ces photos qui ont été évoquées par l'ambassadeur étaient des photos de combattants du Hamas tués par les forces de sécurité, et on a vu d'autres vidéos que ces soldats ont fait circuler, où on les voit pisser dessus, mutiler leur corps, etc. Donc, jeter ces corps-là dans une benne à ordures semble plus logique. Ce qui s'est passé, c'est que 12 heures après, l'histoire de la benne à ordures, l'image, elle a disparu. Elle a complètement disparu, et donc la question logique est, est-ce qu'on l'a supprimée parce qu'elle montrait des combattants du Hamas incendiés par un missile israélien et pas des Israéliens brûlés vifs par le Hamas. Les services du gouvernement israélien ont organisé une projection pour les journalistes que vous voyez ici, les journalistes occidentaux. Et cette projection a rassemblé, je cite, 200 membres de la presse étrangère
pour 43 minutes de scènes poignantes de meurtres, de tortures et de décapitations, et le gouvernement l'a organisé pour montrer aux journalistes une partie de sa documentation pour dissiper le phénomène de négation de l'Holocauste, fermez les guillemets. Il faut remarquer que les journalistes n'ont pas été autorisés à filmer la projection qui s'est déroulée sur une base militaire fermée. Dans cette projection, le major général Edelstein, qui a informé les journalistes après le visionnage, a aussi ajouté que nous avons, je cite, des preuves de viol, mais nous ne pouvons pas les partager. Il y a une image ici dont je ne montre qu'une partie. La réalité, l'image complète est accessible, mais je choisis de ne pas la montrer. Et il faut remarquer que c'est un classique de toutes les propagandes de guerre de dire que l'ennemi est en train de violer les femmes. Et cette chose-là a été fort utilisée, puisqu'au-dessus de l'image, vous voyez un tweet qui a été adressé à Greta Thunberg, qui a pris position contre Israël pour la liberté de la Palestine, et on dit voilà une femme qui a été violée et brûlée vivante, et ils font ça au nom de la Palestine libre. En réalité, dans cette image-là, il y a toute une contestation sur il n'y a absolument aucune preuve de ça, il y a toute une contestation mais je fais court sur cette question-ci pour venir à la conclusion. En fait, la question qui se pose aux médias, c'est Netanyahou est connu comme étant un menteur, je ne vais pas dire pathologique, mais un serial menteur. Chirac l'avait dans une confidence pour un livre déclaré qu'il avait dit à Netanyahou, et c'était confirmé par l'ambassadeur d'Israël, je ne crois pas à un mot qui sort de votre bouche, toute votre politique consiste à provoquer les Palestiniens. Il l'a dit en face de Netanyahou, et il paraît que la rencontre était glaciale, on peut l'imaginer. Sarkozy a dit la même chose. Dans une conversation privée avec Obama, il ne savait pas que le micro était ouvert, si je me souviens bien, c'est passé en 2011, Sarkozy a dit à Obama, Netanyahou, il ment tout le temps, j'en ai marre. Les rédactions des médias occidentaux savent tout ça, savent que Netanyahou est un serial menteur. Donc comment est-ce qu'elles ont pu nous sommer de croire qu'il fallait croire Netanyahou sur parole, qu'elles ont négligé de vérifier, elles ont demandé aucune preuve des affirmations, elles ont écarté des objections et des doutes qui sont légitimes. Donc, est-ce qu'on a fait là de l'info ou de la propagande? Et pire, on a essayé de nous intimider. D'une part, on nous exclut des débats, et quand il y avait de rares personnes qui contredisaient le point de vue d'Israël, on commençait toujours par leur dire « Condamnez-vous le Hamas, condamnez-vous les atrocités, qu'êtes-vous solidaire des 400 victimes civiles qui ont été tuées par le Hamas, etc. etc. » On a même été menacé d'aller en prison en France pour apologie du terrorisme, des manifs ont été interdits, des choses comme ça. Et pour ma part, j'ai eu un débat sur cette question avec l'émission Les Incorruptibles de Morillo. Et sur l'accusation, je leur ai dit, les bébés décapités, non, je condamne pas, je vérifie. C'est complètement bidon. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Voilà. Et donc, c'était tout le temps comme ça. On n'avait pas le droit de vérifier. Et moi, j'ai dit dans cette émission, je veux vérifier, et je pense qu'il fallait. Parce que en Irak, en 91, on a déclenché la guerre contre l'Irak sur base du fameux média mensonge des couveuses soi-disant volées par les Irakiens à Kuwait City, avec une jeune fille qui se prétendait l'infirmière qui avait assisté à tout ça, et en réalité c'était la fille de l'ambassadeur, elle n'avait jamais été dans cet hôpital. On a eu la même chose à propos de la Yougoslavie, génocide, camp de concentration, ça s'est avéré fake news. On a eu la même chose avec Libye, Kadhafi allait massacrer toute sa population,
Le Parlement britannique a confirmé après que c'était un fake news. On a eu Chavez accusé d'avoir fait tirer sur la foule et donc un coup d'État militaire contre lui. C'était encore un fake news. On a eu les armes de destruction massive en 2003 cette fois-ci, avec la fameuse petite fiole de Colin Powell à l'ONU. Moi, dans ces cas-là, et aussi pour l'Ukraine et la soi-disant révolution démocratique de Maïdan, qui était un coup d'État des États-Unis, j'ai toujours dit, on vérifie, on est prudent, on prend le temps et on ne croit pas à la propagande sur parole. Et donc, il fallait vérifier à chaque fois. Et donc, c'est la question qui se pose maintenant. L'opinion est en train d'évoluer. L'opinion se rend compte que Israël opère un massacre absolument criminel, qu'il ment sur toute une série de choses, et l'opinion est en train d'évoluer. Donc, je pense que aussi sur le 7 octobre, il faudrait une enquête. En attendant, il faut exercer son esprit critique. Ça ne veut pas dire qu'on refuse de compatir, ça veut dire que oui, on est solidaire des victimes et on veut tout faire pour arrêter ces souffrances et ce conflit, mais on refuse d'être manipulé pour soutenir en fait Israël dans une opération de massacre, alors qu'il est l'agresseur depuis 75 ans. Et donc, voilà, je pense que on doit absolument, l'esprit critique, ça fait partie de la vigilance sur l'information, ça fait partie de la bataille pour la paix. On ne se laisse pas entraîner à approuver une guerre parce qu'on a vu des images. On vérifie, on contrôle, on discute, on exige des comptes. Voilà. L'éducation aux médias, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre Ukraine, la guerre des images. Et il y a un exemple très clair. Au tout début, on nous dit le 24 février, voilà, Poutine envahit l'Ukraine et un papa va se battre contre lui et il dit adieu à sa petite fille sans savoir s'il la reverra jamais. Sauf que l'image, elle est vraie, mais le contexte, il est faux. Ça s'est passé 3 jours plus tôt, bien avant l'intervention russe. Et donc, que fait ce papa? En réalité, il défend sa fille, il la met à l'abri, et la maman aussi, parce que Zelensky est en train de bombarder l'est de l'Ukraine. Et donc, vous voyez, une image peut mentir, l'émotion peut être manipulée. On doit absolument être très vigilant sur ça. Et voilà, je pense que Investigation, c'est pour cette raison qu'il a lancé Télé-Palestine, animé par Candice Vanek, qui donne la parole aux Palestiniens, avec des émissions, des interviews tous les jours qui vous permettent d'écouter l'autre point de vue, ce qui est caché par les médias, et de vous rendre compte de ce qui se passe vraiment. Donc Télé-Palestine, bien entendu, vous pouvez trouver sur Investigation ces excellentes vidéos, vous pouvez les recevoir aussi sur WhatsApp et les partager sur tous vos réseaux. On a besoin de continuer, de même encore augmenter le travail de Télé-Palestine, donc on a besoin de vos dons que vous pouvez faire sur notre site ou en écrivant à cette adresse. Partagez toutes ces informations, s'il vous plaît, sur tous les réseaux. Aidez-nous. Ça veut dire exercer votre esprit critique. Ça veut dire partager, discuter. Et c'est vraiment la condition pour la bataille pour la paix. Merci.